pour aujourd'hui, nous allons parler plutôt de gamification. Et comme je l'ai dit pour ceux qui étaient là très tôt, bien sûr, je vais définir ce que c'est la gamification. Je vais essayer de vous mettre en avant à quel point c'est des choses qui peuvent nous aider à mieux engager l'utilisateur, à mieux convertir, à mieux fidéliser. Mais je vais surtout essayer d'insister sur les dangers et sur les côtés sombres de la gamification pour éviter d'en faire à tort et à travers, parce que ça a déjà été fait par pas mal de gens et les projets se cassent la gueule. Bien, donc, petite info pour ceux qui ne me connaîtraient pas. Bon, heureusement, il y a des gens qui sont connectés et que je ne connais pas, donc je ne vais pas les saouler pour la 6e fois avec la présentation de qui je suis. Donc, je m'appelle Teresa Colombi, je suis de formation psychologue cogniticienne, j'ai un doctorat de recherche en analyse des mouvements des yeux. Et je travaille depuis une vingtaine d'années sur des problématiques qui sont la réalité virtuelle, la réalité augmentée, l'interaction naturelle avec les interfaces, donc tout ce qui est guidage oculaire, tout ce qui est vocal, gestuel, etc. Je travaille sur la mesure de la charge mentale, sur la modélisation des facteurs humains, et j'enseigne toutes ces disciplines depuis une vingtaine d'années également dans le public et dans le privé. Il y a 15 ans, j'ai cofondé Ludotique, donc la société qui vous propose ces webinaires, qui est une société, donc c'est un cabinet d'experts qui s'occupe que de ça, que du X, que d'ingénierie des facteurs humains, que de design centré utilisateur. Bref, la terminologie est toujours variable et discutable, mais en gros, on s'occupe de mettre l'homme au centre des projets et construire autour de lui. Que ce soit en recueillant des données en amont, que ce soit en faisant de la co-conception de solutions, que ce soit en faisant du test utilisateur, que ce soit en faisant des audits, etc. etc. Donc le but, ce n'est pas de parler de tout ça aujourd'hui, mais c'est pour vous donner un aperçu, pour ceux qui ne seraient pas UX designers eux-mêmes, de ce que c'est que notre métier. Donc, intéressons-nous maintenant au sujet qui nous unit aujourd'hui. Qui nous a fait nous ressembler aujourd'hui, qui est la problématique du jeu et de l'entertainment en général. Donc, pour comprendre la situation aujourd'hui, la société d'aujourd'hui, il faut regarder, enfin, moi j'ai toujours tendance à faire un pas en arrière et regarder autour de nous, regarder le passé par exemple, pour mieux comprendre la situation actuelle. Donc, si on regarde le passé, on se rend compte que la problématique du ludique, la problématique de l'entertainment, n'est pas du tout quelque chose de récent. Panem et circenses, c'est une expression romaine, c'est une expression latine, du pain et des jeux, ce qui signifiait, pour que les gens se tiennent tranquilles, il leur faut de la bouffe et de l'amusement. Je pense que ce n'est pas très très différent de ce qui se passe aujourd'hui quelque part. Donc on reparlera de la nature humaine et de l'attrait que l'on a, de l'intérêt que l'on a vis-à-vis de tout ce qui est ludique, en fait, du plaisir et de l'amusement. Pour vous titiller, je vous présente aussi un petit texte qui parle un peu de la situation d'aujourd'hui. Pour étouffer par avance toute révolte, il faut que le fossé se creuse entre le peuple et la science. Il faut que l'information destinée au grand public soit anesthésiée de tout contenu à caractère subversif. Il faut user de persuasion. Il faut diffuser massivement des divertissements flattant l'émotionnel ou l'instinctif. On va occuper les esprits avec ce qui est futile et ludique, afin d'empêcher l'esprit de penser. Ça apparaît totalement dans l'air du temps. Ça nous parle de réseaux sociaux, ça nous parle de petits jeux vidéo qu'on trouve à droite et à gauche, ça nous parle de la société d'aujourd'hui. Mais c'est un extrait d'un bouquin qui s'appelle « L'obsolescence de l'homme ». Et ce bouquin, il n'a pas été écrit aujourd'hui. Ce bouquin n'a même pas été écrit hier. Ce bouquin date des années 50. Donc c'est pour vous dire une fois de plus qu'on a l'impression que la société d'aujourd'hui est très particulière, qu'elle s'est axée sur ça, elle s'est axée sur tout ce qui est futile, sur tout ce qui est ludique, sur tout ce qui est gamification. Mais en fait, non. L'humain ne recherche pas depuis la nuit des temps. L'humain est fait pour aller chercher le plaisir. Et le jeu est une source de plaisir. Du coup, on pourrait se demander, est-ce que le mal, quelque part, est-ce que c'est quelque chose de négatif, puisqu'au final, depuis plus de 2000 ans, on est quand même dans ce trip-là.
On a souvent dit la religion est l'opium du peuple. Peut-être qu'il faudrait qu'on dise le jeu est l'opium du peuple. Parce que quelque part, c'est quelque chose dont on a besoin, c'est quelque chose qui peut servir le pouvoir également, hein, mais qui est quelque chose qui est volontairement et explicitement recherché par les utilisateurs eux-mêmes. Donc, vous voyez, les problématiques éthiques sous-jacentes, elles ne sont pas neutres. Hein, donc, ma collègue Catherine, elle reviendra un petit peu sur tout ça. Moi, mon but, ce n'est pas d'approfondir l'aspect éthique, bien que, pour moi, il y a deux choses que moi, je garde à l'esprit quand je travaille sur des projets de gamification. Pour moi, la première notion, c'est une notion d'équilibre. Pour savoir si cette gamification ou ce côté ludique est bénéfique ou pas pour le public qui reçoit le message, je me demande quel est le rapport de force, enfin, l'intérêt, le poids que cette information ou cette mécanique a pour l'émetteur du message et pour le récepteur du message. Donc l'émetteur, c'est par exemple la société qui vend le produit, hein, et le récepteur, c'est vous, c'est l'utilisateur du produit. Donc pour moi, si le récepteur il y gagne plus que l'émetteur, ou au moins autant que l'émetteur, je ne pense pas qu'on puisse parler de manipulation. Pour moi, la manipulation, c'est quand l'émetteur il y gagne plus, quand le fait de diffuser une information d'une certaine façon, le fait de rajouter une mécanique qui donne du plaisir, etc., ça permet à l'émetteur de gagner quelque chose, de mieux vendre ses produits, de faire passer un message qui lui l'intéresse, mais au final, le récepteur, il se fait un peu pigeonner. C'est-à-dire qu'il n'avait pas besoin de ces infos, il n'avait pas besoin de ces produits, il se retrouve à faire quelque chose qu'il n'a pas choisi de faire. Pour ouvrir aussi la parenthèse du libre arbitre, ça va être un petit peu compliqué, mais partons de l'idée qu'on peut influencer les gens. Oui, on peut influencer les gens, c'est tout à fait une réalité scientifique. Et quand cette influence nous pousse à faire quelque chose qui nous fait perdre, de l'argent, ne serait-ce, ou qui nous fait rentrer dans un engrenage qu'on n'a pas vraiment voulu et qu'on n'aurait pas forcément choisi sans ces mécaniques-là, là, on peut effectivement parler, à mon sens, de manipulation. Ça, c'est à mon avis, à mon humble avis, la frontière entre une manipulation logique et bénéfique pour le récepteur, parce qu'on influence tous nos enfants, hein, on leur dit mange tes épinards, après tu auras une glace. Quelque part, c'est une forme de manipulation aussi, mais c'est une manipulation dans laquelle le récepteur du message, il gagne autant que l'émetteur. C'est-à-dire, on lui fait manger des épinards, ça fait du bien pour la santé. Après, on a utilisé une petite carotte qui était la glace derrière. Donc pour moi, il faut toujours se poser la question de l'équilibre entre l'émetteur et le récepteur et la question de l'objectif. Pour moi, la gamification en tant que telle n'est ni bonne ni mauvaise. La gamification est un outil comme un autre, comme toute sorte d'outils qu'un UX designer peut employer. Donc, comme un marteau. Un marteau, ça peut servir à influencer des clous et à accrocher des jolis tableaux au mur. Donc là, le marteau est foncièrement bénéfique, utile et parfaitement adapté à sa tâche. Le marteau, ça peut aussi servir à taper sur la tête des gens. Donc le marteau ne devient pas d'un coup mauvais ou méchant. C'est l'utilisation qu'on en fait qui compte. Donc la gamification est une arme. Il y a un très bon bouquin qui ne parle pas de gamification, qui parle de persuasion, qui est une thématique qui est parfois un peu pas loin de la gamification, un bouquin que j'avais lu il y a très longtemps quand j'étais encore en Italie, donc il y a plus de 20 ans, 25 ans. Le titre italien, c'était « Les armes de la persuasion ». C'est un bouquin américain. Et je trouve que c'est effectivement, la gamification, la persuasion, même le design émotionnel, ce sont autant d'armes que nous avons à notre disposition. Et une arme peut être utilisée à bon escient pour sauver des vies, pour défendre un peuple, ou à mauvais escient pour faire un génocide. Ça, c'est à vous de décider ce que vous faites de vos armes. Une arme n'est pas bonne ou mauvaise en tant que telle. Donc, vous voyez que la problématique éthique sous-jacente, elle est quand même immense et on en reparlera fin juin. Donc, pour en revenir de façon un peu plus spécifique à la gamification, donc j'ai prévu deux parties dans cette présentation, une sur plutôt les avantages, les atouts, et une plutôt sur le côté sombre et les dangers de la gamification. Commençons par une définition de la gamification. Ce que dit la littérature, c'est très simple, c'est qu'on va utiliser des mécaniques, je parle bien de mécaniques, qui sont basées sur la motivation humaine et qui sont des mécaniques qui sont couramment utilisées dans le jeu vidéo, mais on va les prendre, on va les appliquer à autre chose qu'un objet ou un service à but ludique. Donc on va les déconnecter d'un objectif ludique, on va les brancher sur quelque chose qui n'est pas ludique en soi, mais qui peut accueillir ces mécaniques-là. Donc, je vous ai mis ici un
juste des screenshots d'une vidéo qui est très très connue par tous ceux qui sont intéressés de près ou de loin déjà à la gamification, donc je ne vais pas vous la passer en entier. C'est une vidéo qui montre une bouche de métro le matin, et comme tout le temps et partout, parce que c'est une vidéo américaine, mais ça aurait pu être Paris ou n'importe quelle autre ville, tout le monde prend l'escalator le matin. Donc, on aurait pu tapisser les murs du métro avec des messages qui disent qu'il faut bouger plus, que pour notre santé, il faut faire du sport, et que le risque d'accident cardiovasculaire est très élevé, et que l'obésité est ceci, cela. Bien sûr, ça n'empêche qu'on peut mettre tous les messages qu'on veut, les gens vont continuer à prendre l'escalator. Et ce qu'on voit dans la vidéo, c'est que pendant la nuit, il y a des gens qui débarquent, qui font quelque chose à l'escalier, qui tripotent l'escalier, et comme par magie, le lendemain matin, on constate une utilisation de l'escalier augmentée de 66%. Sans message angoissant sur le risque d'AVC ou d'obésité ou de diabète. Hein. Tout simplement en transformant l'escalier en piano. Du coup, c'est drôle. Du coup, les gens prennent l'escalier parce que c'est marrant, parce qu'on saute sur les touches et que ça fait de la musique, tout simplement. Donc, ça, cet exemple-là qui n'est même pas digital, hein, mais j'aime bien choper des exemples qui n'ont rien à voir avec le digital, vous montre à quel point la gamification est puissante. Comment on peut impacter de façon importante le comportement des gens par le biais du plaisir, tout simplement, leur donnant du plaisir. J'ai mis quelques chiffres et des sources pour que vous puissiez les constater ou les approfondir vous-même, parce qu'évidemment, depuis des années, il y a plein d'études qui sortent et plein de stats qui sont à disposition sur ce marché. C'est un marché qui pèse assez lourd, déjà au jour d'aujourd'hui. Je n'ai pas trouvé de chiffres sur 2009, mais déjà les chiffres de 2018, sur 2019, donc, mais les chiffres de 2018 sont quand même assez conséquentes. Et c'est un marché qui continue à être en croissance de plus de 30%, donc les perspectives sont assez positives, hein, avec des résultats qui soient côté B2C ou B2B assez spectaculaires, avec des taux de conversion très important dans le B2C, et une adhésion, par exemple, des salariés à un dispositif gamifié assez importante pour tout ce qui concerne le B2B. Donc, on pourrait se dire que tout va bien, les chiffres sont là, ils sont rassurants, il faut qu'on se lance dedans. Et on va voir, il n'y a pas que des avantages, comme je vous l'ai dit. Mais avant d'aller plus loin sur tout ça, posons-nous la question de pourquoi. Pourquoi ça marche? Pourquoi ça marche? Pourquoi l'activité ludique est quelque chose qui engage l'utilisateur par défaut? Pourquoi on joue quelque part? Eh ben, au final, quand on regarde les études sur ce genre de problématique, on se rend compte que le jeu n'est pas vraiment un jeu. Surtout pour le bébé, le jeu est une activité hyper sérieuse parce que c'est via le jeu que l'enfant se relationne avec le monde qui l'entoure. Le jeu est un moyen d'explorer, le jeu est un moyen de communiquer et évidemment, a fortiori, d'apprendre à appréhender le monde qui nous entoure. C'est notre première activité humaine, c'est une activité naturelle, totalement innée, et c'est une activité qui ne s'arrête pas le jour où on n'est plus un bébé. C'est quelque chose qui va continuer à être un peu en toile de fond dans notre vie, de façon plus ou moins ouverte, mais quand même présente. Et quand on regarde en plus ce que nous apprend le jeu, l'activité de jeu, ça je parle en tant qu'ancienne, en tout cas, gameuse assez à fond. Je me suis bien calmée depuis, parce que je n'ai pas le temps, tout simplement. Le jeu nous apprend beaucoup de choses. Moi, je me rends compte que si sur un CV d'un futur X-designer qu'on reçoit, on me dit que la personne sait s'organiser, on me dit que la personne est capable de mettre en œuvre, de planifier une stratégie et de mettre en œuvre une tactique adéquate pour aborder un problème, pour résoudre une situation ou tout simplement mener à bien un projet. Si on me dit que la personne a confiance en elle-même, si on me dit que la personne est capable de tenir le coup, qu'elle est endurante, qu'elle est capable de tenir sur la longue durée, sur des projets stressants ou particulièrement étalés dans le temps, que la personne justement sait gérer son stress, sait prendre sur elle, sait prendre du recul par rapport à une situation, que la personne sait reconnaître ses erreurs et les gérer correctement, les identifier, les corriger, éviter de les reproduire, que la personne sait coopérer et collaborer avec ses collègues, pour moi, c'est une personne qui est à embaucher dans n'importe quel métier, hein, pas qu'un UX d'ailleurs. C'est des choses hyper importantes dans n'importe quel boulot. Et le jeu nous apprend tout ça. Le jeu nous apprend l'organisation, parce que si on n'est pas organisé, on ne va pas gagner. Le jeu nous apprend la stratégie. Alors, il y a des jeux qui sont plus ou moins orientés stratégiques, bien évidemment, mais en tout cas, beaucoup de jeux impliquent une grosse dose de réflexion et de planification. La confiance en soi, pareil. Les erreurs, dans n'importe quel jeu, il faut qu'on perde de temps en temps.
Donc, l'erreur fait partie intégrante du concept de jeu. Un jeu dans lequel on ne perd jamais, ce n'est pas un jeu marrant. Donc, le jeu nous apprend qu'on peut se tromper, qu'on doit se tromper, qu'on doit apprendre pourquoi on s'est trompé pour se corriger, et ainsi de suite. Je ne parle pas de la collaboration, de tout le reste. Bref, vous avez compris, toutes ces qualités sont largement stimulées par l'activité ludique, qu'elle soit via un jeu de société, qu'elle soit via un jeu vidéo, qu'elle soit via le sport d'ailleurs, hein, parce que pour moi, ça revient strictement au même. Du coup, on pourrait se demander concrètement qu'est-ce qu'un jeu, puisque quelque part, justement, le sport, c'est la même chose et que pas mal d'activités peuvent rentrer dans cette même dynamique. Et prenez n'importe quel dictionnaire, vous allez être étonné par la définition de jeu. Vous prenez le petit Larousse ou le Robert et vous verrez qu'on vous dit qu'en gros, un jeu est une situation dans laquelle il y a des règles et un objectif. Et du coup, des moyens à disposition pour atteindre cet objectif. Waouh, c'est assez vague, en fait. Moi, je dis ça et je me dis, en fait, n'importe quoi peut être un jeu, quoi. Parce que pour peu que ce soit adapté aux gens auxquels on s'adresse, hein, en termes de caractéristiques de compétences, je vais revenir dessus, et pour peu que ces gens-là, justement, se disent « Ah ouais, ça me botte, quoi ». Il y a un intérêt à faire ça, hein, il doit y avoir une forme d'adhésion. Je vais revenir aussi dessus parce que c'est fondamental. Il faut que volontairement, on rentre dans ce trip-là, qu'on se dise « Oui, ça me stimule, j'ai envie d'essayer ». Mais du coup, ça veut dire que n'importe quoi peut globalement être en jeu. Et un des concepts de base sur lesquels je vais revenir aussi, c'est la notion de flow qui définit cette situation-là, qui définit pas le jeu, parce que justement le jeu n'existe pas quelque part. Le jeu est une activité quelconque bâtie sur des règles et autour d'un objectif et de moyens. Mais le flow est cette situation dans laquelle on a du plaisir quelque part. Et moi, quand je lis cette définition-là, je me dis, en fait, le boulot fonctionne pareil. Le boulot est un système de règles. Les règles de votre métier, les règles de votre entreprise, est un système dans lequel il y a un objectif. Oui, livrer tel résultat à tel client avant telle date, avec des moyens. Donc, on est totalement dans la même dynamique. Sauf que c'est pas drôle. La plupart du temps, le boulot, c'est quand même pas forcément super sympa pour tout le monde. Mais ça pourrait l'être puisqu'on est sur les mêmes bases que le jeu ou le sport. Donc, c'est ça qu'on va essayer de creuser un petit peu, et c'est là où justement, c'est là où commence la gamification. C'est là où, en tout cas, nous, chez Ludotique, on se dit, il y a tout à fait moyen de greffer des dynamiques qui donnent du plaisir, qui donnent du challenge, qui stimulent cette envie, qui mettent les gens dans le bon flow, même si l'objectif final, c'est pas juste de prendre du bon temps avec des copains, mais c'est de produire du boulot, de produire un résultat qui a du sens dans la vraie vie. Donc, une diapo théorique, pour ceux qui ont suivi les autres webinaires, vous savez que je tiens beaucoup à mettre des références fondamentales dans tout ce que je raconte. Donc, sur la gauche, vous voyez un schéma du flow, donc ce concept de flow. Donc, Csikszentmihalyi, c'est un psychologue qui était très actif dans les années 70, 80, 90. Vous pouvez trouver plein d'ouvrages, même des pages Wikipédia qui expliquent sur quoi il travaillait. Csikszentmihalyi ne travaillait absolument pas sur le jeu, hein. Il travaillait sur toute forme d'activité qui nous mettent dans cet état de flow, cet état de grâce, cet état dans lequel les activités ne sont pas trop compliquées pour notre niveau, et du coup, on n'est ni trop stimulé, ni trop peu stimulé. Hein, il travaillait par exemple sur les sportifs de haut niveau ou sur les musiciens professionnels. Et dans les entretiens qu'il menait, dans les retranscriptions de ces entretiens, on voit des choses du style, la personne qui vous dit « Moi, je fais corps avec mon piano. Quand je m'assois devant le piano, je ne réfléchis plus, je suis la musique. » Ou le sportif qui vous dit « Moi, je suis l'eau. » Hein, le nageur professionnel qui vous dit « Moi, je ne réfléchis pas à ce que je fais corps avec l'eau, je suis l'eau. » C'est cette situation-là de flow qui est derrière la notion de plaisir, c'est pas trop compliqué, c'est pas trop simple, c'est adapté à mon niveau de compétence et de capacité. Donc, je ne suis ni ennuyée par quelque chose qui est basique, banal, pédant, ni face à quelque chose qui est trop compliqué pour moi, qui me met face à un challenge que je ne pense pas être capable de relever et qui, du coup, me fait monter le niveau de stress et d'angoisse. Donc, mettre les gens dans le bon flow est le secret pour leur donner du plaisir.
pas évident de les mettre dans cette situation-là, mais c'est quand même quelque chose qui existe et qui est expliqué dans la littérature depuis les années 75 à minima. Et je vous ai mis sur la droite un schéma de Fogg, donc beaucoup plus récent. Fogg a travaillé clairement sur la notion de gamification et un petit peu sur la base des mêmes fondamentaux, hein, parce qu'on reconnaît un petit peu les axes sur lesquels travaillait Csikszentmihalyi. Il a défini la notion de modèle de comportement qui donc prend en compte, donc c'est un résultat qui est basé sur la motivation humaine, sur les habiletés de la personne et sur un certain nombre de triggers, de déclencheurs qu'on peut mettre en œuvre pour attirer la personne, conforter la personne, rassurer la personne, récompenser la personne, etc. Donc pareil, je n'ai pas le temps de vous expliquer tous les triggers qui existent. Il y en a plusieurs et en plus, ils dépendent aussi de votre profil psychologique parce qu'il y a des profils de joueurs différents. Mais pareil, je n'aurai pas le temps de vous parler de tout ça. Je vous mets des références pour que vous puissiez creuser. Fogg a écrit de très bons ouvrages, donc tout est à votre portée, y compris sur Internet. Donc tout ça a l'air super intéressant et je vais vous montrer quelques exemples des résultats que l'on peut obtenir avec cette vision des choses-là. J'ai mis 2 exemples de ce qu'il ne faut pas faire en fait et de ce qu'il faudrait faire à la place. Donc prenons un exemple de comment ne pas convaincre justement. Pour ceux qui fument, je pense que vous vous sentirez tout de suite bien touché par ces problématiques-là. On peut mettre tous les messages angoissants et stressants possibles, imaginables sur un paquet de clopes. Les gens vont fumer quand même. Le phénomène sous-jacent, c'est ce qu'on appelle en psychologie la dissonance cognitive. On ne peut pas accepter de mettre en œuvre 2 comportements contradictoires qui sont fumer, qui cause des dégâts à la santé, et vouloir survivre jusqu'à nos vieux jours. Donc, ce n'est pas possible de faire cohabiter ces deux comportements-là, parce que ça n'a pas de sens. Du coup, on en fait sauter un. On fait sauter le plus simple, en fait. On fait sauter, par exemple, celui de surfumer, parce que c'est plus facile à faire sauter comme chose. Donc, on se cache derrière son petit doigt en disant « Oui, il faut bien qu'on meure de quelque chose. » Donc, voilà. Donc, on peut essayer par tous les biais de mettre en avant des messages choquants, angoissants, stressants, violents sur les dangers de la cigarette. Ça ne marchera jamais. Il n'est pire sourd que celui qui ne veut entendre. Donc, cette stratégie-là, qui est très logique, parce qu'on met en avant des vraies études, des vrais résultats, des vraies photos, tout ce que vous voulez, ne fonctionne pas. Point barre. Il vaut mieux qu'on prenne des stratégies qui, justement, jouent sur un levier qui fonctionne aussi. Donc, la dissonance cognitive est un comportement humain naturel. Donc, la façon de réduire la dissonance cognitive. Et prenons un autre levier qui fonctionne aussi, qui est celui, justement, de la gamification. Donc, ce que vous voyez ici, c'est une application qui existe. Vous pouvez la télécharger. Je ne vais pas regarder si elle a changé récemment, qui s'appelle Stop Tabac, qui a été mise au point par l'Université de Genève, qui, au lieu de vous dire à quel point le tabac va vous faire du mal, va pourrir vos poumons et va vous ruiner la vie et la santé, vous dit « Ok, d'accord, qu'est-ce que tu veux t'acheter? Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Un voyage? Cool. Ça coûte combien ton voyage? Va coûter 3 000 €. Très bien. Chaque cigarette à moi, chaque paquet de clopes à moi est un pas en avant vers ton super voyage. » Et ouais, ça change tout. Et du coup, on a cette envie, cette motivation. Et le petit compteur qui nous dit « Allez, ça fait 150 jours que je ne fume pas, j'ai gagné 11 jours de vie et je m'approche de mon voyage, de l'argent que je mets de côté pour mon voyage. » Il y a aussi du lien social, parce qu'il y a une communauté derrière. Il y a une communication justement qui n'est jamais culpabilisante. Il y a un petit bouton très sympa qui s'appelle « J'ai craqué ». Donc voilà, ça peut arriver, j'ai craqué, et j'ai plein de conseils derrière sur voilà, écoute, c'est pas grave, ça peut arriver, t'es humain, ne le prends pas mal, on fera mieux demain. Donc c'est totalement positif, rassurant, et c'est quelque chose qui nous accompagne d'une façon ludique et déculpabilisante. Et là, peut-être que les gens vont adhérer un peu plus au système. Après, bien sûr, arrêter de fumer, c'est loin d'être facile, mais en tout cas, il y a plus de chances qu'on y arrive avec une communication bienveillante et engageante de ce type qu'avec ce genre de choses-là. Un deuxième exemple, on peut le faire, mais l'humain n'est pas rationnel. En fait. On n'est pas du tout rationnel. On a déjà beaucoup parlé de ça. On a parlé de design émotionnel dans le deuxième webinaire. L'humain est tout sauf rationnel. Ça, c'est une application de suivi du taux de glucose, donc dans le domaine du diabète. Bien sûr, on peut dire aux gens, tu t'installes cette application et tous les jours, tu vérifies ton taux de glucose, tu vérifies ton insuline, tu te piques, tu suis les consignes nutritionnelles, etc., etc. Pourquoi pas?
Le fait de faire une application mobile qui permette de bien suivre tout ça, c'est très utile, c'est très pertinent. Mais c'est super chiant. Excusez-moi le terme. On n'a pas envie de le faire. On le fait parce que rationnellement, on sait qu'on est malade et qu'on doit le faire, mais on n'a absolument pas envie de rentrer dans ce trip-là. Donc, il nous faut un niveau de motivation tellement important que tout le monde ne l'a pas. Donc, si on s'y prend autrement, par exemple, si notre cible, et je insiste bien sur la notion de cible, hein, si notre persona est un persona qui, c'est un jeune, par exemple, lui, son diabète, il préférerait faire semblant qu'il n'existe pas, parce que voilà, il veut vivre une vie active, il veut bouffer du McDo avec ses potes, parce qu'il a des contraintes pro qui font que voilà, c'est compliqué pour lui de faire un suivi d'insuline très très précis. Peut-être qu'il faudrait jouer sur d'autres leviers que le levier du rationnel. Par exemple, lui proposer une interface de suivi qui ressemble un petit peu à un Tamagotchi. Pourquoi? Parce que s'occuper d'autrui est quelque part plus facile que s'occuper de soi-même. Quand on a une maladie invisible comme le diabète, on peut très facilement la nier sa propre souffrance, nier ses propres problèmes qui apparaissent, hein, parce que le diabète a quand même des conséquences visibles hein, au bout d'un moment, mais on peut faire semblant de ne pas les voir. Quand on voit la souffrance de l'autre et qu'on sait que nous-mêmes, nous sommes la cause de la souffrance de l'autre, c'est un peu plus difficile de la nier, la souffrance de l'autre. Donc, peut-être que ce genre de levier-là pourrait pousser ce type de persona à faire plus attention à son suivi d'insuline que quelqu'un qui est très rationnel, qui préférerait passer par quelque chose qui ne l'embête pas avec des jeux vidéo qui ne servent à rien. Mais voilà, donc une fois de plus, selon le persona que vous adressez, les problématiques peuvent être différentes et du coup, les solutions vont être gamifiées de façon différente. Mais le but aujourd'hui, justement, ce n'est pas de vous montrer toutes les mécaniques qui existent pour gamifier une application, parce qu'il y en a plein, justement, en fonction du profil de l'utilisateur, etc. Mais surtout pour vous parler des dangers. Parce que les avantages, ça me paraît assez évident et il y a plein d'études qui montrent les avantages. Mais il y a aussi pas mal de tapis dans lesquels on peut se prendre les pieds, ça on en parle beaucoup moins. Pourtant, les tapis, ils sont bien là et si vous creusez un petit peu au-delà des stats officielles que je vous ai montrées tout à l'heure, avec des chiffres d'affaires absolument fantastiques et des taux d'engagement des utilisateurs qui frôlent des sommets, quand on gratte un peu plus, on se rend compte qu'il y a pas mal de projets qui ont tenté la gamification et qui se sont vautrés. Donc, beaucoup d'argent gaspillé, des résultats décevants et personne n'a envie de comprendre pourquoi. Enfin, en tout cas, on a tendance à dire oui, c'est pas grave. Si, c'est grave. La gamification est une arme, donc on peut l'utiliser à mauvais escient. Donc, je vous ai mis quelques slides pour vous expliquer quels sont les dangers et quels sont les tapis dans lesquels on peut largement se prendre les pieds. Le tapis numéro 1, très fréquent, c'est l'infantilisation. C'est-à-dire que si on impose une gamification qui vise à faire changer d'attitude, faire changer de comportement les gens, et qu'on leur impose ça de façon directe et incontestable, il y a des tas de gens qui se disent « mais attends, mais moi je ne suis pas un gamin, quoi. Pourquoi on m'impose cette chose-là? Je n'ai pas du tout envie, je n'adhère pas à ça. » Pour obtenir l'adhésion, il faut déjà d'une part être en phase avec le persona en question, hein, je vous l'ai déjà dit, donc savoir proposer la bonne façon de faire adhérer les gens, adapté aux motivations, adapté aux préférences, adapté aux compétences, adapté aux besoins, adapté à, les jeunes, ce n'est pas les mêmes choses que les moins jeunes, les Français, ce n'est pas la même chose que les Américains, etc. etc. Donc, travailler sur le public cible qu'on veut viser et surtout proposer une gamification qui n'est pas obligatoire. C'est-à-dire qu'il faut faire en sorte que les gens puissent utiliser le produit, parce qu'on parle quand même d'un produit qui peut exister sans le côté ludique. Hein. On parle d'un produit métier qui existe quand même, ou un site internet qui existerait quand même, une application mobile qui existerait quand même, enfin, quelque chose qu'on peut gamifier mais qui existe par ailleurs. Il faut qu'on puisse utiliser la chose en question quand même, sans devoir passer par les récompenses, les challenges, les trucs gamifiés. Parce que s'il n'y a pas cette adhésion volontaire de la part du joueur, on risque d'arriver au rejet du système. Donc, au lieu de ne pas adhérer à la gamification, on va ne pas adhérer à tout le projet, à tout le produit, à tout l'outil. Là, du coup, les résultats peuvent être catastrophiques. Tapis numéro 2, l'accoutumance. C'est le tapis dans lequel on peut vite se prendre les pieds dans un exemple comme celui du métro. Le jour 1, on sort du métro et l'escalier devient des touches de piano, c'est rigolo. Le deuxième jour, on va peut-être tenter une autre musique. Le troisième jour, bof. Le quatrième jour, on s'en fout, quoi. Le quatrième jour, on va reprendre l'escalator. Donc, attention.
Donc, la gamification crée un engagement, crée une émotion, mais cette émotion, il faut l'entretenir, hein, parce qu'on peut vite se lasser d'un support gamifié. Donc, ça veut dire qu'il faut renouveler constamment le jeu, enfin, le côté ludique. Donc, il y a de l'entretien, il y a du suivi, il y a des dépenses à prévoir dans le temps, parce que cet ascenseur émotionnel qui peut nous amener très, très haut peut nous faire retomber très, très bas et très vite si on a l'impression qu'on a fait le tour en 5 minutes. Hein. Donc, attention, il y a des choses qui peuvent fonctionner très bien sur le moment, parce que 66% en plus d'utilisation de l'escalier, c'est quand même assez phénoménal, mais ça peut retomber très, très vite et du coup, vous faire perdre tout l'argent ou tout le temps ou tous les efforts que vous avez fait. Donc, une fois de plus, désolé, on est une entreprise, donc le côté financier est important pour nous et pour nos clients. Donc, je tiens à ce que ce qu'on fait ait du sens. Donc, arriver à dépenser du temps et de l'argent pour rien, pas forcément notre objectif à nous, ni celui de nos clients. Donc, attention à ce danger-là. Donc, attention à l'accoutumance. Donc, du coup, prévoyez bien d'entretenir le dispositif, de faire évoluer le dispositif pour qu'il n'y ait pas ce soufflet qui retombe. Tapis numéro 3, c'est ce qu'on appelle l'effet Canada Dry. Ça ressemble à de la bière, ça a la couleur de la bière, c'est un nom qui parle de bière, mais ce n'est pas de la bière. Eh bien, l'effet Canada Dry, ça veut dire donner l'impression, donner l'illusion à la personne qu'il y aura quelque chose de ludique, qu'il y aura quelque chose de drôle, qu'il y aura quelque chose de sympa, qu'il y aura quelque chose de gamifié, mais en fait, non. En fait, non. C'est ce qu'on appelle aussi dans notre jargon la pointification. La pointification, c'est un terme péjoratif, hein, consiste à critiquer les supports gamifiés qui se limitent en fait à mettre des petits scores, des petits trucs. Donc la pointification, ce n'est pas de la gamification. La pointification, c'est déformer certaines mécaniques qui effectivement sont propres aux jeux vidéo, comme le fait de donner des points, ou d'avoir des tableaux de bord, des tableaux de score, un leaderboard, un classement voilà, de résultats, et penser que c'est ça qui fait le jeu. Mais pas du tout. Les gens ne jouent pas pour avoir des points. Enfin, le point, c'est accessoire, bien sûr, il faut qu'il y ait des points, mais c'est pas ça qui fait le jeu, les gars. Vous n'avez rien compris à ce que c'est qu'un jeu, hein. Mais rien. Donc là, la déception peut être hyper importante, hein, parce que si on se rend compte que tout ce qu'on a, c'est des points inutiles, bah, je peux vous dire que la gamification ne va pas fonctionner des masses. Donc, la pointification, c'est vraiment quelque chose à éviter et qui montre que voilà, la gamification a créé un engouement de la part de gens qui n'étaient pas du tout des professionnels des mécaniques motivationnelles humaines et qui ont pensé que voilà, on joue aux jeux vidéo pour avoir des points. Ce n'est pas le cas. On joue aux jeux vidéo pour des raisons bien plus fondamentales que gagner des points. Donc, essayez de ne pas tomber dans ces pièges stupides qui vont vous pousser à mettre en œuvre une gamification qui n'aura aucun intérêt pour personne. Et un autre volet de l'effet Canada Dry, ça je l'ai beaucoup eu dans le milieu médical parce qu'on côtoie beaucoup le milieu médical. J'ai plein de collègues dans le milieu médical qui vous disent « Ah ben voilà notre fantastique Serious Game ». En fait, c'est un simulateur, quoi. C'est pas parce qu'on a pris de la technologie de jeux vidéo, la 3D par exemple, ou même de l'IA, ou des choses de ce type-là, que c'est un jeu. Ça reste un simulateur, ça reste un système d'entraînement médical qui nous permet d'acquérir certains gestes de soins, certains gestes chirurgicaux, certaines procédures. C'est ouais, ok, cool, mais ça s'appelle un simulateur. Il n'y a rien de ludique là-dedans, les gars. Donc non, un simulateur, y compris un simulateur qui utilise de la technologie de jeux vidéo, n'est pas ludique. C'est pas la technologie, une fois de plus, qui fait le côté ludique. C'est ni les points, ni la techno qui fait le côté ludique, c'est le plaisir qu'on comprend. Et le plaisir, on peut le trouver dans n'importe quoi. Et autre chose, j'ai vu pas mal de systèmes qui se targuent d'être gamifiés, mais qui en fait sont des quiz. Ah ben oui, mais il y a un petit bonhomme à côté du quiz. Ouais. Les gars, il faut arrêter de prendre les gens pour des cons. C'est pas parce qu'il y a un petit bonhomme à côté du quiz que c'est gamifié. Parce que est-ce que c'est le petit bonhomme à côté du quiz qui vous donne du plaisir? Ben non. C'est un quiz. Donc les quiz existent depuis la nuit des temps et c'est pas de la gamification. Sinon l'école serait un pur jeu et c'est pas le cas. Donc il faut vraiment comprendre quelle est la raison qui pousse l'humain à jouer. Il faut vraiment comprendre comment fonctionne la motivation humaine. C'est pour ça que tous ceux qui viennent de la psychologie cognitive sont bien placés pour faire de la gamification parce qu'on travaille sur des choses voilà, relatives à notre fonctionnement cognitif et qui sont appliquées à la notion de plaisir. On est vraiment sur le plaisir humain et pas sur les points ou sur la technologie. Et le tapis numéro 4, qui est dangereux parce que des fois, on ne se rend même pas compte qu'on se fout dedans,
c'est que des fois, la gamification marche tellement bien qu'on en arrive à des comportements déviants. Alors là, dans la littérature, vous pouvez trouver pas mal d'études. J'en ai mis juste une, qui est l'exemple de Strava, mais il y en a pas mal. Ça, par contre, voilà, c'est assez bien documenté. C'est le fait de pousser la personne à tellement aimer les récompenses, par exemple, qu'elle va obtenir. C'est ce qu'on appelle une motivation externe. Je vous ai beaucoup parlé de motivation. Il faut stimuler au plus possible les motivations internes de l'utilisateur. Mais une récompense est une motivation aussi, sauf que c'est une motivation externe. Donc, quand on met trop le paquet sur des motivations externes, il se peut que les gens se focalisent justement trop sur ces motivations-là. Donc, ils font plus attention à pourquoi il faut mettre en œuvre tel ou tel comportement, les raisons sous-jacentes au comportement à adopter. Ils se concentrent uniquement sur le résultat à obtenir, sans en comprendre l'intérêt, le sens, la logique, etc. D'une part, ce qui est un peu bête, parce que si on gamifie un support d'apprentissage, c'est pour que les gens apprennent, et pas juste pour qu'ils aient des récompenses. On veut que les gens sortent de l'école en ayant appris des choses et pas juste avec des bonnes notes. Donc, si on se concentre uniquement sur la note et pas sur pourquoi on doit avoir une bonne note, je pense qu'on a loupé quelque chose, d'une part. Et d'autre part, il y a des vrais dangers. J'ai cité Strava parce que Strava a été à l'origine de plusieurs accidents de cyclistes parce que pour obtenir tel ou tel badge, on se met en danger. On roule sur des routes de façon dangereuse, on adopte des comportements qui ne sont pas très, très bénéfiques, ni pour soi-même, ni pour les automobilistes autour. Mais on voulait choper le badge machin truc. Donc attention, parce que là, c'est une gamification qui a beaucoup trop marché. Les gens sont rentrés un petit peu trop dans le jeu. Donc du coup, une fois de plus, vous avez une responsabilité en tant que concepteur d'expérience digitale. Vous devez faire attention à ce que les gens ne tombent pas dans ce genre de travers-là. C'est à vous de bien doser. C'est à vous de justement mettre en avant des raisons de motiver les gens comme des badges, des scores, des points, des classements, des challenges de toutes sortes qui sont des motivations externes et des mécaniques ou des systèmes qui supportent la compréhension de l'utilisateur. Pourquoi on te pousse à faire ça? C'est quoi ton intérêt à toi à faire ça? C'est quoi l'enseignement que tu vas en retirer qui va te servir dans la vie de tous les jours, parce que si on gamifie un logiciel métier, c'est justement pour que les gens s'en servent dans la vie de tous les jours, au boulot, ou dans la vie de tous les jours au niveau privé. Donc, pour terminer mon propos, j'insiste un petit peu sur notre cam à nous, qui est l'UX. Moi, je pense que pour qu'un projet de gamification fonctionne, il faut travailler sur l'expérience utilisateur. Ça me paraît malheureusement la seule conclusion qu'on peut tirer de tout ça. Pourquoi? Parce qu'il faut connaître les utilisateurs, il faut savoir qui est notre persona ou qui sont nos personas primaires et construire autour de leur profil, de leurs attentes, de leurs besoins, de leurs préférences en termes de jeu, pour ne pas gamifier n'importe comment. Et aussi parce que ce que prône l'UX, c'est le test utilisateur et le recueil de données qui nous permettent de faire évoluer le produit et le système dans la bonne direction. Donc, monitorer les usages et faire en sorte qu'on améliore, justement, qu'on fasse évoluer l'interface et sa gamification en fonction de tout ça. Donc, ça ouvre pas mal de questions et on peut justement en discuter dans la partie débat. Ça ouvre une question vraiment sur le côté expression artistique du jeu, parce que si on fait que prendre en compte un profil de personnage, si on ne fait que aller dans la direction de ce qui marche en termes de gamification, est-ce qu'il y a encore de la place pour la créativité? Est-ce que de la gamification et du jeu vidéo, c'est pareil en termes d'expression artistique? Peut-être pas, ça c'est une vraie question. À mon sens, la réponse est non, mais on peut en débattre. Si vous êtes dans le jeu vidéo pur et dur, moi je pense que voilà, il y a beaucoup moins de place pour l'expression artistique dans un support gamifié que dans un jeu vidéo, même si on peut partager les mêmes mécaniques. Et puis surtout, est-ce qu'il y a des limites à poser afin de réguler l'engouement? Éviter qu'il soit trop faible ou éviter qu'il soit trop important, pour éviter de tomber dans les pièges, dans les tapis que je vous ai cités. Donc, pour conclure, pour moi, ce qui compte est toujours cette notion d'équilibre. Lorsque l'émetteur gagne plus à communiquer de cette façon-là que le récepteur, il y a un problème. Donc, il faut qu'on se pose des questions éthiques. Et du coup, il faut au moins que la balance soit à l'équilibre, que moi, éditeur de logiciel, j'y gagne autant que mon récepteur, qui du coup va travailler mieux, va travailler plus vite, va être plus content, va être plus satisfait, va mieux collaborer avec ses collègues, ou tout ce que vous voulez. Là, du coup, la balance est équilibrée. Moi, je gagne en performance de mes salariés, du coup, je suis content. Et mes salariés adhèrent à ça de façon tout à fait heureuse, parce que pour eux aussi, c'est mieux. Donc, dans ce cas-là, au moins, c'est 50-50, les gars.
Pour terminer, donc pour moi, ce qui constitue notre responsabilité en tant que designer, en tant que concepteur, hein, c'est design au sens anglophone du terme, comme d'habitude, il faut, à mon sens, aider l'utilisateur à préserver son libre arbitre, lui expliquer que oui, il y a des mécaniques, mais il n'est pas obligé d'adhérer et on souhaite qu'il adhère. Et s'il va le faire, c'est parce qu'on a choisi les bonnes mécaniques, on a choisi la bonne façon de communiquer avec lui. Donc, c'est notre responsabilité de l'aider à faire ça, sans rien imposer. Équilibrer les gains, c'est ce que je viens de dire, donc limiter la manipulation, faire en sorte que la relation émetteur-récepteur soit équitable, hein, que la source de l'information et le récepteur de l'information y gagnent au moins de façon équilibrée. Et du coup, faire attention au choix des mécaniques les plus utiles, les plus pertinentes en fonction des personas. Une fois de plus, on n'est pas tous égaux face aux jeux vidéo et au plaisir en général. Il y a des gens qui adorent tel type de jeu, d'autres gens qui détestent tel type de jeu. Il y a notre culture aussi qui rentre en ligne de compte. Il y a notre personnalité qui rentre en ligne de compte. Il y a plein de modèles dans la littérature. Donc là, le but, c'est pas de vous faire un topo sur les profils des gamers, mais il y a plein de modèles qui peuvent vous aider justement à faire des choix et du coup à choisir la mécanique de gamification qui va vous éviter l'effet chocolate covered broccoli. Vous pouvez trouver ça aussi sur Internet, l'effet de brocoli couvert de chocolat. Parce que si on se rend compte qu'on prend bouffer un bout de chocolat et qu'en fait c'est un brocoli, je ne pense pas que les gens soient vraiment très très contents. Donc voilà, pour moi ce qui est clair, c'est que la gamification est une arme. À vous de l'utiliser à bon escient. Elle peut faire des merveilles, faire en sorte que vos taux de conversion, si vous êtes un site internet, soient fantastiques, que les gens parlent de vous en bien sur Internet. Si vous êtes un logiciel métier ou une application de travail, ça peut permettre aux gens de mieux comprendre comment fonctionne le produit, à découvrir des nouvelles fonctionnalités, à mieux collaborer avec les collègues. Dans le domaine médical, il y a quand même eu des exemples époustouflants, des succès assez intéressants à étudier. Mais non, il y a des tapis dans lesquels il ne faut pas se prendre les pieds. Et une fois de plus, je prêche pour ma paroisse, mais je pense que ceux qui viennent de la psychologie cognitive et les UX designers en général sont sensibilisés à la bonne façon de faire les choses. Parce qu'on part de l'humain. On essaie de comprendre qui est l'humain auquel on s'adresse, comment il fonctionne, et de construire autour de ça. Au lieu de dire, tiens, on peut rajouter des tableaux de bord. Ah oui, tiens, on va mettre des badges. Ah, tiens, on va imposer une telle mécanique. Parce que tous les projets qui ont tenté ça ont dépensé des sous pour rien. Voilà, donc j'ai essayé à peu près de tenir mon timing, à peu près. Donc je suis à votre écoute. Si vous avez des questions, je suis là pour débattre avec vous. Alors il y a déjà des gens qui ont écrit dans la partie conversation. Alors il y a le Q&R et les conversations, je vais essayer de prendre les deux. Alors, il y a quelqu'un qui parle de Serious Game. Le Serious Game est l'opposé de la gamification. On part d'un jeu et on le rend sérieux. Alors que la gamification, on parle d'un truc sérieux et on le rend ludique. Alors, oui, pour moi, c'est plus une histoire de budget, en fait. Parce qu'un serious game est un budget ad hoc. C'est-à-dire qu'on construit un truc qui ne pourrait pas fonctionner s'il n'était pas gamifié, puisqu'à la base, ça doit être un jeu. C'est un jeu qui a un objectif sérieux derrière, mais c'est quand même un jeu. Donc, on ne peut pas débrancher la gamification de ce truc qui reste rien si on enlève la gamification. La gamification, en tant que telle, on a un logiciel métier, on a une application de suivi du diabète, on a une application de, je sais pas moi, de monitoring d'un truc, on a n'importe quoi qui peut fonctionner. On prend LinkedIn, hein. Dans LinkedIn, il y a des mécaniques de gamification. LinkedIn existait avant que la gamification ne soit introduite. Donc, on a un qui existe en tant que tel et on y greffe dessus des mécaniques. Donc, pour moi, la grosse différence, c'est le budget, déjà. Parce que quand on gamifie, on fait des ajouts. Et on peut les faire aussi dans le temps. On tente un truc, on l'enlève, on le modifie, on en rajoute un autre, etc. etc. Donc, un serious game, on en a fait quelques-uns à pas cher. On a réussi à en faire quelques-uns à pas cher. Mais globalement, voilà, il faut développer quelque chose. Donc, ce n'est pas aussi abordable qu'en rajouter quelques petites touches dans un logiciel à part entière. Alors, certains joueurs de Pokémon Go qui jouaient à récupérer des Pokémon en conduisant la voiture, le vélo, sans regarder devant, oui, alors oui, tout à fait. Ça, c'est des dangers, mais ça, c'est Pokémon Go est vraiment un jeu vidéo. Donc, je ne l'ai pas mis dans les exemples parce que, voilà, mais c'est des exemples de dérives qui peuvent nous mettre en danger. Et d'ailleurs, je cite notre blog, on a fait une étude sur Pokémon Go, une étude eye tracking, qui doit être encore disponible sur notre blog si vous allez voir, pour voir à quel point les gens peuvent se mettre en danger en jouant à Pokémon Go. Donc, on a mis des eye trackers sur la tête des joueurs, on les a fait jouer à Nice, et on a mis dans l'environnement une licorne rose
pour voir s'ils faisaient attention à ce genre d'éléments distracteurs assez quand même inhabituels. On s'est rendu compte que le joueur faisait quand même attention au feu de la route, par exemple, parce que le feu est quelque chose d'attendu. Donc, du coup, ils ne prenaient pas ce genre de risque. En tout cas, dans les tests qu'on a fait, les gens faisaient quand même attention en traversant la route. Par contre, la licorne rose, on a au moins la moitié des participants au test qui ne l'ont pas vu parce que à propos de ressources cognitives et de charge mentale, leurs ressources attentionnelles et cognitives étaient totalement mobilisées pour le jeu, bien évidemment, et pour la surveillance des éléments dangereux de la route, les voitures, les bus, le tram, etc. Donc, il y a une étude sur notre blog, si ça vous intéresse. Waze, oui, effectivement, Waze avait mis en place des choses et est largement revenu en arrière. Oui, alors qu'est-ce qu'il y a eu qui les a fait revenir en arrière? Je ne sais pas, on n'a pas travaillé avec eux, donc je n'ai pas le fin mot de l'histoire. Mais j'ai bien remarqué le rétropédalage en question. Il y avait sûrement des comportements dangereux qui ont dû être constatés comme pour Strava, je pense. Et c'est bien l'exemple d'une gamification qui, au final, voilà quoi. On n'a peut-être pas pensé à ça. On n'a peut-être pas pensé qu'on peut se prendre les pieds dans ce tapis-là. Et du coup, ils ont dû rétro-pédaler en faisant aussi des gens déçus au passage. Hein, parce que voilà, une fois qu'on s'est amusé à collecter des bonbons ou à regarder les classements et tout ça, une fois qu'on nous enlève tout ça, c'est quand même un peu décevant. Oui, ça fonctionne quand même, les gens s'en servent quand même. Mais voilà, débrancher un élément de motivation externe, ça peut créer des frustrations. Donc, si on veut éviter tout ça, il faut y penser avant de le brancher, cet élément-là. Donc oui, merci pour cet exemple qui va tout à fait dans la direction du quatrième tapis. Je vais regarder ce qu'il y a dans le QNR. Il y a quelqu'un qui dit gamification plus environnement sur route. Ah bah oui, c'est la problématique de Pokémon Go, effectivement. Donc oui, je pense que vous avez un peu pigé les exemples de danger dans lesquels on peut se mettre. Mais au niveau boulot, il y en a plein d'autres. Hein. Au niveau boulot, ça peut être pousser les gens à mettre en œuvre un acte métier juste pour avoir une récompense. Mais du coup, ils se rendent compte qu'ils ont une récompense, donc du coup, ils le font beaucoup trop ou beaucoup trop vite ou mal au final, ou ils ne comprennent même pas pourquoi ils doivent le faire alors qu'on a fait tout ça pour qu'ils travaillent mieux et pas pour qu'ils travaillent n'importe comment juste pour avoir une récompense à la clé. Donc, vous voyez à quel point on peut déformer on est parti d'une bonne intention et on se retrouve avec quelque chose qui ressemble à rien, in fine, parce qu'on a mal construit. Hein. Donc, ça peut vraiment être dangereux. C'est à manipuler avec précaution. Une dernière question pour la route, après on arrête. Est-ce qu'une conversion des points virtuels cumulés pour acheter des choses réelles liées à ces centres d'intérêt peut être source de motivation suffisante pour que des gens donnent quelques heures de leur temps pour faire de la co-création test utilisateur? Oui, bien sûr. Alors, nous, les tests utilisateurs, ils sont toujours, je ne dis pas rémunérés, hein, parce qu'il ne faut jamais utiliser ce terme, mais dédommagés. Donc, pour que les gens participent à un test utilisateur, on les dédommage. Depuis la nuit des temps, en tout cas, depuis que je fais ce métier, depuis plus de 20 ans, on a toujours fonctionné comme ça. Le marketing aussi a toujours fonctionné comme ça. Hein. Quand on organise un focus group ou autre, les gens sont quand même chaudement invités à participer avec un petit truc à la clé. Je ne sais pas si on peut appeler ça de la gamification. C'est juste une forme de remerciement pour un engagement de la part des gens. Donc oui, si on pense qu'un remerciement pour un engagement est une forme de gamification, oui, on est totalement là-dedans. Donc oui, ça peut fonctionner. Donc si on dit aux gens, on vous donne une petite carotte pour valoriser votre engagement, oui, ça peut tout à fait fonctionner, c'est tout à fait normal et logique, plutôt que leur dire, venez participer à un test, on ne vous donne rien. Là, vous allez avoir que des gens ultra intéressés par le produit ou le service en question. Du coup, il peut y avoir un biais dans votre recrutement. Donc, il vaut mieux qu'on donne une petite carotte aux gens. Mais non, alors, il y a une problématique qui est, est-ce que ce qu'on gagne dans le jeu doit toujours avoir du sens, ou dans le produit gamifié, doit toujours avoir du sens dans la vraie vie? Ça, c'est une vraie question qu'on se pose quand on gamifie quelque chose. Et la réponse est ni. Parfois. C'est-à-dire qu'on l'a fait dans certains milieux industriels, par exemple, les ouvriers pouvaient avoir des bonus en fonction de leur performance. Du coup, on peut brancher de la gamification sur certaines de ces mécaniques et faire en sorte que les bonus soient des vrais bonus au niveau salaire. Dans la vraie vie, parce qu'en plus, ils l'avaient déjà, ça, quelque part. Ça a été une façon de construire sur un acquis et l'améliorer et l'exploiter quelque part pour aller encore plus loin, pour leur faire adopter des innovations, par exemple. Mais ça ne marche pas toujours parce qu'il faut que justement on stimule la motivation interne. Si on dit aux gens fais ci, je te file du fric, clairement le fric est une motivation externe et très puissante, beaucoup plus que le badge d'un Strava.
Donc, si les gens se disent « Ah, c'est trop génial, je vais faire ça, j'ai du fric », ils vont vraiment foncer dans le tas sans vraiment comprendre ce qu'ils font. Parce que tout ce qui les intéresse, c'est l'argent qui est à la clé. Donc, attention à doser ça correctement. Prenez par exemple TripAdvisor. TripAdvisor, c'était une interface totalement gamifiée qui fait en sorte que vous, nous tous, on contribue largement à produire des avis sur les restos, les hôtels, les activités, etc. etc. On le fait parce qu'on a des badges, parce qu'on gagne de la visibilité. Une des choses que les gens recherchent, c'est cette notion de visibilité, de reconnaissance sociale, de dire ouais, je suis le meilleur, j'ai le badge du meilleur contributeur. Il y a X% de gens qui ont lu mon avis sur tel hôtel, sur tel resto. Ouais, je suis trop fort. On ne gagne rien qui a du sens dans la vraie vie. On ne gagne même pas une réduction pour un petit restaurant. Que dalle! Et c'est très bien comme ça. Parce que sinon, tout le monde se mettrait à écrire des trucs bidons juste pour avoir les 10 € de réduction au restaurant. Donc attention, parce que l'argent est une vraie motivation, mais parfois, moi je préconise surtout des récompenses virtuelles qui ont quand même une valeur psychologique. Justement, le badge qu'on peut gagner dans l'interface a une valeur psychologique qui peut être importante, surtout quand il y a une reconnaissance sociale de la part des pairs vis-à-vis de ce statut de l'utilisateur, du joueur, plutôt que des récompenses qui ont du sens dans la vraie vie, parce que là, on ouvre la porte à tous les dérapages possibles et imaginables, et ça peut paraître difficile. Donc je ne dis pas non, ça peut avoir du sens, surtout quand il y a des choses qui existent déjà dans la boîte, dans nos projets, dans le contexte de l'utilisateur, mais je ne miserai pas énormément sur ce levier-là. Pour moi, il faut qu'on reste dans le plaisir, et le plaisir, le plaisir, ce n'est pas forcément de l'argent, c'est le plaisir. Donc, trouvez qu'est-ce qui va faire plaisir à vos utilisateurs, ils seront heureux et vous allez en tirer des bénéfices. Après, une chose que je n'ai pas du tout abordée dans cette présentation, parce que ce n'est pas le but aujourd'hui, c'est de voir dans quelle direction gamifier. Donc, il faut travailler sur les objectifs que la société ou que le projet a pour aller vers la gamification. Qu'est-ce qu'on veut optimiser en fait? Est-ce qu'on veut travailler sur l'apprentissage? Est-ce qu'on veut faire découvrir des fonctionnalités? Est-ce qu'on veut convertir des visiteurs en clients? Qu'est-ce qu'on veut faire en fait? Il faut qu'on trouve un certain équilibre entre l'intérêt du joueur, de l'utilisateur, bref, de la personne qui utilise, et nos objectifs business sous-jacents. Qu'est-ce qu'on veut faire? Ça, c'est ce qu'on fait dans le jeu vidéo. Quel gameplay mettre en œuvre pour que les gens aillent dans la direction qu'on veut? Découvrir un environnement, apprendre des trucs, etc. etc. Là, c'est un travail de plus de co-conception qu'il va falloir faire avec les stakeholders du projet. Et le X-Designer, elle est une fois de plus au centre de ce dispositif parce qu'il est à la fois là pour éliciter les besoins des parties prenantes et les transformer en mécaniques gamifiées, et à la fois pour comprendre comment ces mécaniques gamifiées vont être perçues par la population cible, les personas de ce projet-là. Une fois de plus, rien qu'entre les Français et les Américains, mais il y a un univers. On ne perçoit pas du tout les choses de la même façon, on n'a pas la même appétence pour le jeu, on n'apprécie pas les mêmes mécaniques. Donc voilà. Allez, j'en prends peut-être juste une dernière. Pour ceux qui doivent partir, partez, il n'y a pas de souci. Merci d'être venus. Le nombre de likes de ces posts LinkedIn est une source de motivation qui ne fait rien gagner en soi. Tout à fait, exactement. Et là aussi, ça peut être double tranchant. Je ne suis pas une grande fan de… Comment il s'appelle? L'autre bidule de Facebook, que j'aime tellement que je l'oublie. Instagram. Il y a une pression sociale. Donc, c'est vrai qu'on va rechercher le like, et c'est important. C'est une forme de récompense et du coup de motivation que LinkedIn exploite, clairement. Mais ça peut être aussi une forme de pression sociale. Oh, mon post n'a pas eu assez de likes, je suis fichue, je ne vaux rien. Donc, voilà, il y a des débats internes chez Facebook sur est-ce qu'on les enlève, est-ce qu'on les laisse visibles que par l'auteur du post, pour que lui il sache si son post a eu un intérêt pour son public, mais pas visible du public, parce que c'est une forme de honte si on a publié une super photo et qu'on a 2 pauvres likes alors qu'on en attendait 200. Donc, vous voyez, c'est quand même compliqué et on est vraiment sur l'humain, sur la compréhension de l'humain, des peurs, des craintes, des motivations, des préférences, de qu'est-ce qui nous pousse à faire des choses. Donc, une fois de plus, pour bien gamifier quelque chose, intéressez-vous d'abord à la psychologie de l'humain. Et on pourra réorganiser des webinaires sur ce thème si ça vous intéresse. Donc, je m'arrête là pour aujourd'hui. Merci à tous de votre participation. Je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine. Ce sera ma collègue Carole Andrea qui va vous parler d'accessibilité,
qui est un thème aussi important pour mieux inclure toutes sortes de publics à vos supports et permettre une bonne expérience utilisateur pour tout le monde. Donc, merci de votre participation. Comme je le disais, on va essayer de mettre le replay sur YouTube le plus vite possible. Si vous avez des questions, vous avez un mail sur lequel nous écrire et n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux pour être au courant des prochaines rencontres. Merci à tous et à bientôt.